Madame, bonsoir. Messieurs, bonsoir. Merci pour cette marque de fidélité reconnue à votre chaîne de télévision Cam10 TV. Nous émettons depuis le quartier Koundengui, c'est dans la ville de Yaoundé, la capitale politique du Cameroun. Et merci pour ceux qui ont choisi d'en faire une télévision de proximité et d'en faire leur partenaire au quotidien. C'est un plaisir pour nous assez renouvelé. Madame, nous parlons ce soir de la pandémie Covid-19 au Cameroun. Ce sera la première entame. Dans le cadre de ce programme ce soir, nous reviendrons sur la possibilité ou alors les vaccins qui seront mis en route au Cameroun dans un mois. Le ministre de la Santé publique l'a indiqué, on commencera à vacciner dans notre pays, le Cameroun. Le vaccin est-il nécessaire en l'état? Comment va-t-on l'implémenter sur le terrain? Forcément des éléments de réponse au cours de cette émission ce soir. Aussi ce soir, nous parlerons d'un phénomène dangereux, complexe depuis quelques temps, qui fragilise la vie des populations au Cameroun, la contrefaçon des vins, des whisky et autres liqueurs sur le marché camerounais. Le ministre camerounais du Commerce a interpellé les opérateurs du secteur il y a quelques jours. Il s'est d'ailleurs rendu dans quelques établissements commerciaux pour voir et surtout apprécier la qualité des produits sur le terrain. Mais alors, sur le terrain justement, c'est un élément assez dangereux. Les Camerounais consomment tout sauf rien. On a du mal à s'en sortir face à ces liqueurs et ces produits dangereux qui sont montés dans le cas de la contrefaçon sur le marché camerounais. Comment cela est-il possible? Forcément, on essaiera de trouver des éléments qui nous amèneront à comprendre davantage le phénomène. Et puis en sport, football, on va achever notre entretien de ce soir par les Lions indomptables du Cameroun, mais un arrêt sera fait au niveau des entraîneurs, ceux qui partent. On parle pratiquement de plus d'1,2 milliard de francs CFA. C'est la cagnotte pour 3 entraîneurs versée par la Fédération camerounaise de football qui a été rappelée à l'ordre par la Fédération internationale de football association qui a demandé à la FECAFOOT de régler la facture de ces entraîneurs qui ont été licenciés abusivement alors que leur contrat était toujours en cours. Le cas ces derniers temps de Clarence et Sidorf. On en parle ce soir. Merci de nous rester fidèles. J'accueille le vice-président national des jeunes du social-démocratique Front, parti politique principal d'ailleurs de l'opposition au Cameroun, pratiquement 30 ans sur le terrain, Lionel Koungaba. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Serge, bonsoir à tous nos téléspectateurs, bonsoir à mon copanéliste qui est en face de moi. C'est toujours un plaisir renouvelé d'être sur le plateau de Cam10 TV, la télévision républicaine qui permet de pouvoir émettre nos idées sur les questions d'actualité. J'espère que nous serons à la hauteur ce soir, comme d'habitude. Et on entre avec vous, j'entre avec vous sur la question de Covid-19 au Cameroun. On a 270 000 tests qui ont été mis à disposition pour le cas du Rwanda, par exemple. On commence à l'implémenter. Au total, dans le cadre du COVAX, cette structure véritablement qui accompagne la diffusion, la distribution de vaccins dans les pays africains, on est à 237 millions de vaccins distribués dans 3 pays principaux pour l'instant. Ce n'est que le début, parmi lesquels le Nigeria, l'Angola et autres, qui reçoivent progressivement le vaccin, et même le Sénégal. Mais le Sénégal s'est intéressé au vaccin chinois, d'où les problèmes sont nés par la suite. Mais le Covid-19, le vaccin en lui-même, le ministre de la Santé publique a indiqué que dans un mois, on commencera à vacciner au Cameroun, peut-être même avant un mois. Quelle appréciation faites-vous de cette mesure qui met une priorité essentielle au vu du taux de contamination observé au Cameroun sur le vaccin? Alors, j'ai écouté le ministre Manaouda Malassi lors de la conférence de presse conjointe avec le MINCOM, le DGSN et le MINAT, où il était clair. Il disait que le Cameroun actuellement a passé la commande de plus d'1 million de vaccins et cette commande n'est pas parce que nous en avons besoin immédiatement, c'est juste pour essayer de préserver ou de prévenir au cas où il y a pénurie de ce vaccin sur le marché. La deuxième chose que je me pose aussi comme question sur cette pandémie est que nous avons l'Institut de recherche au Cameroun et jusqu'ici nous n'avons pas encore vu les chercheurs nous sortir un quelconque résultat de leur recherche sur le Covid et quel type de Covid nous avons au Cameroun et quelle est la solution. Alors maintenant le gouvernement s'engageait à faire venir les vaccins ou à acheter
c'est plus d'1 million de doses de vaccins pour les Camerounais. Je me pose exactement la question de savoir est-ce que ce vaccin serait volontaire ou obligatoire? Si c'est le cas, ou si c'est volontaire. Pour l'instant, le ministre dit que ce sera volontaire. Hein. Si on va imposer le vaccin à personne. Si le vaccin est volontaire, Serge, qu'en est-il de ceux qui ne prennent pas le vaccin? Est-ce qu'ils ne mettent pas en danger la vie de ceux qui ont déjà pris le vaccin? Parce qu'il est très bien dit que prendre le vaccin n'est pas synonyme de ne pas pouvoir contracter le Covid. Parce que ça, c'est des questions qui ont été posées aux experts. Et il n'y a pas une garantie. Il n'y a pas une garantie à 100% pour dire que lorsque vous êtes vacciné, vous ne pouvez plus attraper le Covid. Donc pour moi, je crois que il est question ici de travailler ou davantage bien comprendre qu'est-ce qui est derrière cette histoire. C'est vrai, comme on le dit, c'est le Covid business, mais il faut que les gouvernants et ces gens qui sont dans les firmes pharmaceutiques puissent savoir que c'est avec des vies, des millions de citoyens dans le monde qu'on est en train de mettre... en tout cas, c'est les Africains, c'est les citoyens du monde qui vont recevoir ce vaccin contre le Covid-19. Merci Lionel Kungaba d'être venu. Merci de nous assister dans le cadre de cet échange. Un autre invité, c'est un jeune, Martial Bessala. Il fait partie de ces jeunes loups aux dents très longues qui sont très engagés auprès du chef de l'État dans le cadre de sa formation politique, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Il nous fait ainsi honneur de nous retrouver ce soir. Bonsoir Martial et bienvenue. Bonsoir. Bonjour, bonsoir à tous mon copanéliste, bonsoir à tous les nombreux téléspectateurs de Cam10 Télévision que j'ai toujours l'honneur, la fierté et même la satisfaction de toujours rencontrer et retrouver ce soir. Et en ce temps de pandémie à coronavirus, je vais réitérer et leur demander encore de respecter les mesures barrières de distanciation physique et de laver les mains, d'utiliser des gels, surtout à tous les usagers, transporteurs que je salue spécialement ce soir en leur demandant de prendre conscience que le fait de surcharger vos véhicules, vos taxis, vos cars, vos bus et même vos motos vous expose vous-même. Et que cet argent que vous recherchez, certainement si vous n'êtes pas en santé, vous ne pourrez pas le rechercher. Donc je vous salue spécialement ce soir. Je sais combien vous êtes utile pour la société, combien vous vous battez, mais prenez conscience que votre santé et celle de vos passagers passe avant cet argent. C'est important de respecter les mesures barrières. On va prendre sur le plan africain. On a plusieurs pays africains qui reçoivent déjà les vaccins et d'autres ont déjà commencé à être vaccinés. Le cas du Nigeria. Vous savez, le Nigeria, c'est plus de 200 millions d'habitants. Oui. Vous avez également à côté la Côte d'Ivoire où on a commencé par les hommes en tenue dans les casernes militaires. On parle de 2 doses. Donc la première dose, je pense, c'est pour 2 semaines. Vous revenez pour la seconde dose en plus pour voir et se rassurer effectivement que le vaccin a été implémenté. Au Cameroun, on annonce, le ministre a annoncé dans 1 mois une possible vaccination pour les Camerounais. Est-ce que vous pensez que les Camerounais sont prêts à recevoir le vaccin au vu de la campagne, entre guillemets, d'intoxication, de rejet du vaccin qui est monnaie courante dans notre pays, le Cameroun? Est-ce que, au vu de tous ces événements-là, on est fort convaincu que les Camerounais, eux, ils vont accepter le vaccin? Les questions de santé publique, vous savez, le trop plein de démocratie peut conduire parfois nos peuples à se tromper à la fois sur leur mission et à la fois sur leurs prérogatives et compétences. Donc, le trop plein de démocratie ne doit pas nous faire perdre de vue que les questions de santé publique sont les questions d'ordre public et celui qui est garant des questions sanitaires au Cameroun et en Afrique et dans tous les pays du monde, c'est le gouvernement, c'est l'État. Et donc, il n'y a pas toujours besoin d'un gros débat là-dessus parce que si vous refusez, vous, le vaccin et que vous pouvez exposer ma vie, alors votre liberté devrait s'arrêter à partir du moment où vous pouvez en être capable d'exposer ma vie. Donc, sur ce point-là, il faut dire que s'il y a un an, M. Bondier, il n'y avait qu'un seul élément ou un seul moyen de nous prévenir contre la COVID-19. Aujourd'hui, il y a un nouvel élément qui est entré en jeu, à savoir le vaccin. Le gouvernement de la République du Cameroun, ne vivant pas en vase clos, étant donc dans le concert du monde, tout le monde entier se mobilise. Je ne pourrais pas penser que tous ces gouvernements du monde se mobilisent tant vers cette course au vaccin pour un challenge ou alors une compétition à ce gouvernement-là qui tuera le plus de population. Et justement, donc, on espère que les intentions du gouvernement de la République seront respectées. Je vais prendre un cas patent depuis quelques heures aux États-Unis. Oui. Le président Joe Biden fustige
quelques États qui ont choisi le déconfinement et ne plus porter le masque. Ça commence par là-bas. Je prends le cas du Texas, où le gouverneur du Texas a demandé aux gens de ne plus respecter les mesures barrières, de sortir du confinement et peut-être même de laisser tomber les masques. C'est vrai qu'il a, pour le président américain, il a fortement fustigé, mais les populations disent qu'on a besoin de liberté. Comment comprendre ce risque qui est pris à ce niveau, au plus fort de cette crise dans ce pays? Oui, même en France, il y a certains patrons des collectivités territoriales décentralisées qui ont carrément décidé de faire déconfiner leur population à un certain moment. Donc, c'est un gros débat. C'est un débat qui a toujours animé la scène politique et même la scène gouvernementale, la scène sociale dans le monde, à savoir qu'il y a une jonction à faire entre la liberté des individus et certainement le respect de certaines mesures qui sont les mesures de paix et bien évidemment de santé collective. Et je voudrais également faire avec vous un rapprochement sur le Cameroun, après les États-Unis. Observons un peu l'attitude de Covid-19 avec les membres du gouvernement en France. On a vu à Nice par exemple, à Dunkerque, ce sont des zones qui ont été confinées. Il n'est pas possible de se retrouver dans la promenade des Anglais à Paris. Donc à Nice plutôt, c'est très compliqué là-bas. Il n'y a pas moyen. Alors que à côté, vous avez dans le Pas-de-Calais, où on parle d'un léger déconfinement, où les mesures ne sont pas respectées. Finalement, comment venir imposer et le confinement, et le respect des mesures barrières, et même l'utilisation du vaccin en Afrique, alors qu'ailleurs, ça commence à aller dans tous les sens. Oui, je vous dis, vous savez, le continent africain et surtout le Cameroun, on a déjoué tous les pronostics qui avaient été présentés au départ de cette histoire de pandémie, là, par tous les grands experts dans le monde qui avaient présenté l'Afrique comme ce continent qui compterait et qui comptera les jours prochains des hécatombes et des morts partout dans les rues. On a dévié, on a déjoué tous ces mauvais pronostics de mauvaises lois. Maintenant, tout ce que les gouvernements africains ont demandé aux Africains de faire l'effort de respecter les mesures barrières. Et je vous dis, un an avant, un an aujourd'hui, ce n'était que le seul moyen. Maintenant, il y a deux moyens de nous prévenir. Nous ne sommes pas encore à l'étape curative. Même si, en Afrique encore, l'Afrique était le continent le premier à présenter. Mais comment prendre ça, peut-être pour sortir par là, lorsqu'on sait encore que le vaccin, il est préventif, le sérum, il est curatif, les personnes qui sont déjà atteintes de Covid-19, à quoi sert le vaccin pour ces personnes-là? Non, pas pour cela. Cela ne pointe pas le vaccin. Le vaccin, c'est pour nous autres qui avons encore la précision. Il fallait bien apporter la précision. Oui, de ne pas encore avoir été contaminé. Vous voyez un tout petit peu. Donc, c'est pour nous prévenir. En dehors, et le vaccin ne nous épargne pas, ou alors ne nous met pas en marge le respect des mesures barrières. Ça, c'est d'un. De deux, je sors par là définitivement, Serge. C'est que l'Afrique a eu l'avantage d'être le continent qui a eu la possibilité ou la prétention de présenter au monde déjà les protocoles qui sont inhérents déjà à la médecine traditionnelle africaine de manière curative. Pendant que le monde cherchait le moyen préventif, l'Afrique, certains Africains présentaient déjà le protocole curatif par nos plantes. Ça veut dire quoi? L'Afrique a donc l'avantage d'avoir le respect, de pouvoir respecter les mesures barrières, d'avoir le vaccin et d'avoir le protocole curatif basé sur la pharmacopée interne. Et pourquoi on ne fait pas la promotion de ce protocole curatif? Non, ce protocole, il y a la promotion suffisante. Vous avez vu au Cameroun, nous sommes aujourd'hui, ils sont plus les vaccins sont subventionnés, mais on n'a pas... Ils sont plus de 50, Merci de nous rester fidèles. Médiacratie se poursuit malgré cette légère interruption due à une panne, donc à la suspension d'énergie électrique dans le quartier. Heureusement, notre générateur électrique a repris à main le service. Donc nous fonctionnons avec notre autonomie pour l'instant, en espérant que le courant, de manière ordinaire, le courant électrique va revenir pour que nous puissions effectivement rentrer dans cette dynamique d'émergence du Cameroun en 2035, avec tous les services de base à disposition des Camerounais. En tout cas, on parlait du Covid-19. Réaction pour sortir de la question en quelques secondes. Je sortais donc en disant que aujourd'hui le gouvernement de la République mettra donc à la disposition du peuple camerounais des 3 éléments
pour nous épargner du Covid-19, à savoir le respect des mesures barrières, le vaccin à titre préventif et maintenant revaloriser, toujours continuer d'encourager la pharmacopée. Il faut aussi penser à la subvention des masques. La pharmacopée et la subventionne le Cameroun est l'un des pays, est le pays dans lequel on vend le plus moins cher les masques. Merci. Lionel Kungaba, sur la question du Covid-19, on va sortir. Je crois que les Camerounais sont assez matures. Il faudrait bien continuer à appeler les citoyens camerounais à respecter les mesures barrières et aussi à sensibiliser davantage autour d'eux que ceux qui ne sont pas ou qui ne croient pas, parce qu'il y en a encore qui ne croient pas à l'existence du Covid, qui puissent savoir que ça existe et que c'est vraiment très nécessaire que les mesures barrières qui sont édictées puissent être respectées. Et j'appelle aussi au gouvernement à être responsable. Il ne faudrait pas qu'on profite d'une pandémie comme celle-ci pour nous appauvrir davantage, parce que lorsque vous écoutez des milliards et des milliards qui circulent entre les entrepreneurs sur le marché camerounais et le ministère de la Santé publique, vous posez des questions à savoir d'où vient cet argent, comment est-ce qu'on va rembourser cet argent et ça va où. Donc qu'ils essayent un peu de voir avec le Covid business et de savoir que ça joue beaucoup sur la population camerounaise. La population camerounaise avertie, est véritablement engagée. Le respect des mesures barrières est de mise. Également du port du masque et la distanciation physique. Tout ceci concourt à la lutte ou alors pour que le virus ne puisse pas circuler davantage en respectant les mesures barrières. On essaie quand même tout de même de le combattre. Mais sinon, le cas contraire amènerait à plus de contamination. Et les chiffres, on a travaillé sur ces chiffres-là hier dans le cadre de ce programme. On parle d'un taux d'occupation de lit qui avoisinerait désormais les 8% au niveau du Koussk avec pratiquement 500, on va autour de 555 morts depuis le début de la pandémie, c'est les chiffres. Et sans oublier le taux de contamination qui est élevé chaque jour et le taux de létalité. En tout cas, on reviendra sur les derniers chiffres rendus publics par le ministre camerounais de la Santé publique, Manaouda Malachi. Restons dans la santé avec les Camerounais, parlons de la contrefaçon, parlons des produits dangereux, toxiques sur le marché camerounais. Beaucoup s'en procurent, en consomment à cœur joie, mais derrière cela, il n'y a pas d'authenticité véritable dans ces produits qui sont mis à disposition. Parfois, c'est des produits contrefaits dans des entrepôts de fortune, avec tous les risques que cela comporte. Mais sur le marché, on a comme l'impression d'avoir un produit fini, authentique, original, mais sauf qu'il souffre véritablement, de la pose des vignettes et aussi de la qualité du produit mis sur le marché. Bref, avec cela, on boit tout sauf rien au Cameroun. Tant pis pour ceux qui en consomment et les états de santé ne sont toujours pas meilleurs pour les autres. On se retrouve dans des centres hospitaliers parce qu'on a consommé un produit douteux mis en ligne pour les Camerounais. Martial Bessala, c'est très dangereux pour les Camerounais. Aujourd'hui, on a démantelé plusieurs usines, pas seulement pour le whisky, même la contrefaçon. Alors, le siphonnage des bouteilles à gaz dans des magasins de fortune, le cas de la ville de Douala, où on a attrapé encore quelques contrefacteurs il y a quelques instants. Pourquoi on arrive jusqu'à ce niveau? Oui, c'est une problématique qui est assez dangereuse et même assez inquiétante parce qu'il faut rappeler que la contrefaçon, c'est une infraction reconnue par notre code pénal au Cameroun. Ça veut dire que ce n'est pas encouragé par l'État du Cameroun et le gouvernement. Deuxième chose que je voudrais dire, c'est que aujourd'hui, si ça avait été une simple problématique de pauvreté ou alors du besoin de débrouillardise des Camerounais, on aurait un tout petit peu donné une caution de compréhension. Mais il me semble que vous et moi, nous ne pouvons pas avoir les moyens de mettre sur pied des industries et des entreprises qui peuvent contrefaire à grande quantité des produits tels que nous avons observé. Ça veut dire qu'il y a des gens qui peuvent investir sainement et qui se retrouvent dans le circuit de la contrefaçon. Si ça avait même été la contrefaçon régulière qui est reconnue et connue dans le monde entier, ce serait encore plus compréhensible, monsieur Bondier. Mais nous nous retrouvons là dans une fatalité à la fois qui nous conduit directement à une problématique de santé publique, comme vous avez relevé, et en dehors de ça, ça nous conduit encore à un incivisme et une criminalité économique et financière qui nous permet aujourd'hui de nous demander pourquoi est-ce que les gens peuvent se livrer à cela. Bon, je répondrai à cette question parce qu'aujourd'hui, le civisme
au Cameroun a atteint des niveaux, l'incivisme autant pour moi a atteint des niveaux et des proportions assez inquiétantes. Il va bien falloir dans ce pays que nous revenions à un réarmement moral qui nous permet de comprendre que nous ne pouvons pas nous amuser ainsi avec la vie des autres citoyens du simple fait qu'on cherche de l'argent et on cherche des prébendes. Je vous dis, ce ne sont pas des petits citoyens comme nous autres là qui pouvons nous livrer à ces activités. Ce sont des messieurs, des hommes qui sont suffisamment assis et qui peuvent monter des entreprises et des machines pour fabriquer des choses qui peuvent empoisonner la population. Parce qu'il y a une différence entre la contrefaçon qui est reconnue dans certaines grandes puissances dans le monde entier, des industries de production, qui vous permet de faire un même produit avec 3 niveaux ou 3 grades de fabrication selon la bourse et le pouvoir d'achat de chaque citoyen. Mais là, nous ne sommes pas à ce niveau-là. Nous sommes dans une problématique qui nous permet aujourd'hui de nous demander est-ce que le ministère du Commerce, est-ce que la brigade de contrôle et de répression du ministère du Commerce aujourd'hui a suffisamment les effectifs? Ces effectifs-là sont-ils des effectifs conséquents? Est-ce que ces effectifs ont des moyens modernes aujourd'hui de mener à bien des contrôles dans nos marchés, dans nos magasins, dans nos entreprises, dans nos supermarchés? C'est la question qui se pose aujourd'hui. Et moi, je pense que ce ministère n'est pas suffisamment capable de résoudre ce problème. Et pour le résoudre, il va bien falloir qu'on renforce cette brigade-là avec les effectifs, des gens bien formés, bien recyclés pour ceux qui sont là. Et qu'on leur donne des moyens et des capacités modernes aujourd'hui. Parce que vous voyez, aujourd'hui, il est bien difficile de distinguer pas simplement le bon vin du mauvais pour un simple citoyen, mais même, le pire, c'est que même ces agents-là de la brigade de contrôle, c'est très difficile parfois pour les distinguer la fausse hygiène de la bonne. Peut-être, on va essayer de voir dans quelle mesure faire des propositions pour lutter efficacement contre cette contrefaçon. Peut-être qu'il y a aussi la contrebande derrière, et ce qui rend difficile l'évolution de l'économie au Cameroun. On a du mal à travailler. Vous avez par exemple, ça peut fausser même les données. Vous avez peut-être au niveau de la douane ou alors au niveau des entreprises qui rendent leurs chiffres en termes de disponibilité du produit. Une entreprise sur place qui est légalement reconnue peut mettre à disposition 1000 bouteilles de tel type de vin. Voilà. Mais sur le marché, lorsqu'on essaie de faire des statistiques avec le ministère, entre autres, on se retrouve avec 2000, 3000 bouteilles. On ne sait plus d'où sont venues les 3000 bouteilles. Lionel Kungaba, la situation est très grave. Elle est critique depuis quelque temps. Les Camerounais consomment du whisky, je dirais même fruelaté, issu de la contrefaçon. Les Camerounais consomment du gaz, parfois une bouteille de gaz à moitié plein. Vous avez l'impression qu'on vous a vendu une bouteille déjà utilisée, alors qu'il y a le siphonnage au départ de la SCDP ou d'autres entreprises qui sont en charge de la distribution du gaz. La bouteille, bien évidemment, prenons celle de 12,5 kg, elle pèse naturellement ce format, mais quand on amène chez un tiers, on siphonne pratiquement, on divise en deux, vous retrouvez une bouteille qui a à peine 6 kg, que vous amenez chez vous, après une semaine, on vous dit le gaz est fini. C'est un phénomène dangereux qui existe, et depuis lors, il y a eu des campagnes de répression, entre autres, mais beaucoup de Camerounais s'engagent dans cette perspective-là, finalement, pour tuer l'économie et tuer l'opérateur du secteur. Je crois que le ministère du Commerce a une part de responsabilité dans ce qui est en train de se passer, parce que lorsque vous avez dans un ministère comme celle-là une brigade de contrôle qui ne fait pas son travail, ça devient compliqué. Il est inadmissible que dans une ville comme Yaoundé, en plein cœur de Yaoundé, qu'on puisse avoir des entreprises ou des usines de fabrication de faux liqueurs sans que ce soit le renseignement, que ce soit la gendarmerie, le renseignement de la police ne puisse être au courant, sauf s'ils sont complices, ils sont au courant et font partie, se partagent le gain ou le butin qui vient de ce faux business. Je crois que en ce qui concerne le gaz, il est temps que le ministère du Commerce puisse pouvoir réguler ce secteur. Réguler le secteur en mettant par exemple un manomètre sur la bouteille de gaz qui permet de lire et de savoir quel est le contenu que vous avez dans le gaz. Ça permet même aussi à l'aménager à la maison de savoir quand le gaz est déjà en train de... C'est vrai que ce que vous avez dit, il y a un opérateur qu'on ne va pas citer ici qui a commencé par le faire avec une bouteille de gaz qui a 2 indicateurs rouge et vert, mais ça ne justifie pas toujours le niveau ou alors le poids. Justement, je crois, quand je vous ai parlé d'un manomètre, ça veut dire que le manomètre est capable de vous dire il y a telle quantité de gaz dans la bouteille et ça se fait ailleurs. Moi j'ai vu ça au Ghana, ça se fait ailleurs. Je crois qu'on a
a juste besoin d'une volonté politique pour pouvoir le faire. Cette volonté-là, c'est des choses qui ne veulent pas être faites parce que la chaîne du siphonnage est une chaîne qui est très longue et beaucoup de responsables du ministère du Commerce sont impliqués. C'est des gens qui sont impliqués dans ça. Lorsque vous arrivez dans une usine où on fait la fabrication du faux whisky, comment est-ce que ce whisky est vendu sur le marché? Qui cherche? Vous vous rendez compte, moi je suis allé par exemple dans un snack de renom à Yaoundé, j'ai bu un whisky qui m'a fait un problème. Je suis allé porter plainte, j'ai porté plainte au propriétaire du snack. On est arrivé au point où on s'est rendu compte que c'est l'un des commerciaux d'une entreprise qui fait dans la livraison qui mélange du bon et le faux pour livrer dans des espaces commerciaux où on vend. Et c'est après des enquêtes que ça a eu lieu et les conséquences, c'est sur les Camerounais qui consomment. C'est sur les Camerounais qui consomment. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que l'État fait? Comment est-ce qu'on parvient même déjà à voir les vignettes? Comment est-ce qu'on parvient à voir les vignettes circuler dans la... Et à poser sur les bouteilles de whisky. Il est inadmissible que l'État puisse être capable de sécuriser les vignettes qu'elle-même produit pour apposer sur les bouteilles de whisky. Parce que ces vignettes sont vendues. Vous ne pouvez pas entrer dans une trésorerie ou un bureau de finances, vous dites que vous voulez 100 vignettes. Si vous prenez les 100 vignettes et que vous partez apposer sur les bouteilles d'urine et vous vendez au Camerounais, est-ce que ce n'est pas le vrai? Parce que tout ce qui certifie qu'une bouteille de liqueur est vraie, c'est quand elle a la vignette. Et elle est estampillée d'une vignette. Moi, je me rappelle, pour ceux qui connaissent bien Kiossi, avec notre voisin, et comment est-ce que le whisky et d'autres liqueurs sont moins chers de ce côté-là. Vous voyez des gens qui quittent des Yaoundé avec des sacs et des sacs de non, pas les bouteilles vides, je parle de vignettes pour aller apposer sur des bouteilles et faire entrer au pays et venir vendre. Mais c'est pas possible. Sèche, quand vous regardez... Et vous savez également que la chaîne est très longue parce que c'est souvent des bouteilles de vin et même de whisky qui partent de l'Espagne, qui sont vendues très moins cher, qui arrivent à Malabo en Guinée équatoriale. Justement. À la frontière, les Camerounais vont racheter, mais justement la pose de la vignette sur ces vins. Peut-être qu'on va aussi interroger la contrebande, hein, parce que interroger la contrebande, il y a déjà une chose que l'État paie, parce que lorsque ces transactions, ces trafics sont faits au niveau de QC, je ne suis pas sûr que la douane est évaluée à sa juste valeur. Non. Ce n'est pas évalué à sa juste valeur. Ça, c'est des pertes énormes que le Cameroun encourt. Et ces boissons sont sur le marché camerounais. J'ai dit, lorsque vous regardez la ville de Douala et Yaoundé, ces boissons inondent les marchés. Vous passez dans un marché, par exemple, comme le marché des Ligdois, vous voyez des tables positionnées en bordure de route avec des bouteilles de whisky. Vous passez à la poste centrale, vous voyez un monsieur qui a déposé 4 bouteilles de whisky devant lui. On ne lui pose pas la question de savoir d'où vient ce whisky, quelle est la qualité de ce whisky. Mais les Camerounais qui ont besoin viennent acheter et ils vont consommer. Sauf qu'aussi, il y a quand même quelques entreprises locales qui sont reconnues dans la fabrication du whisky. Hein. Vous pouvez retrouver, ça peut être de la mauvaise qualité. Vous avez des whisky qui coûtent 3000 francs CFA, 2000 francs CFA. Est-ce que c'est vraiment du whisky? On ne boit pas la mort dans cette produit-là. Je crois que les entreprises camerounaises qui sont impliquées dans la fabrication du whisky et qu'on connaît, c'est des whiskies qui sont contrôlés. Je crois quand même qu'il y a une agence de normes au Cameroun. Et l'agence de normes a pour rôle de pouvoir contrôler tous ces trucs-là. Lorsque vous regardez un monsieur ou une brigade de l'agence de normes qui descend sur le marché et ne parvient même pas à différencier entre le bon et le mauvais, vous croyez que ça va se passer? Comment est-ce qu'on va savoir? Comment est-ce qu'on va pouvoir aider le Camerounais ou sortir le Camerounais de ce gouffre? Il y a quelque chose que nous devons savoir. C'est déjà que les personnes qui ne devaient pas être à une certaine place sont là. Vous voyez des gars qui ont fait chimie, qui sont sortis, ils sont au quartier, et vous voyez un gars qui a fait histoire, qui travaille à la Nord et qui est en train de contrôler les normes. Un gars qui a fait chimie et au quartier, il n'a pas de boulot. Parce que son oncle, l'oncle de celui qui a fait histoire et directeur de la Nord, il recrute les cousins et les cousines et ils sont là. Ils vont sur le marché et c'est les Camerounais qui souffrent. C'est les Camerounais qui en souffrent. C'est les Camerounais qui souffrent. J'ai l'impression que le gouvernement se conforte, le gouvernement à travers le ministère du Commerce se conforte dans ces positions-là parce que plein des membres ou des cadres du ministère du Commerce sont impliqués dans ces trafics-là.
dans ces trafics. En tout cas, parfois on a comme l'impression, alors on se dit que le verre est dans le fruit. Si ça se passe mal, forcément il y a des professionnels du secteur qui voudraient davantage mettre à mal le fonctionnement de l'entreprise au sein de laquelle ils travaillent. En tout cas, les réactions, alors la proposition dans le sens de vérifier à tous les coups est très intéressante. Mais Martial Bessala, comment mettre le filtre? Comment celui qui est en charge, généralement on nous dit souvent, tant ça se passe au niveau des gaz, au niveau même des huiles même, hein, et ça se passe aussi au niveau des eaux, c'est encore très compliqué, parce que les eaux de forage, entre autres, sont mises dans les bouteilles ordinaires. Vous avez, voilà, vous parlez de bouteilles, c'est mis dans des sachets et on les vend partout dans les rues et ce n'est pas contrôlé. Vous voyez des entreprises qui naissent de partout. Et ces bouteilles sont souvent ramassées. Vous ne connaissez même pas la provenance de certaines de ces bouteilles. Vous ne savez pas ce que l'utilisateur précédent de la bouteille a fait de la bouteille. Vous prenez et puis vous posez de l'eau. Et là, c'est un coin de la ville de Yaoundé, hein, qu'on a l'occasion de filmer pour voir comment est-ce que ça se passe sur le terrain avec il faut aller à Mokolo Ilobi. Vous allez voir comment le business de ces bouteilles-là fonctionne. Que ce soit le business de whisky, les bouteilles de whisky. Vous ne pouvez pas arriver dans un snack ou dans un bar de Yaoundé. Vous buvez ou d'une grande ville du Cameroun, vous buvez et vous partez avec votre bouteille vide. C'est pas facile. On vous drague, la serveuse vous drague pour pouvoir prendre votre bouteille vide parce qu'elles savent ce qu'elles vont faire de cette bouteille vide. Lorsque vous descendez à Tinga Ilobi, je prends l'exemple de Yaoundé où nous sommes, vous descendez à la montée Tinga Ilobi, vous allez voir des revendeurs, vous venez vous demander à un monsieur 50 bouteilles je vais citer un nom de whisky, par exemple Johnny Walker, il vous la livre sans avoir de problème. Et les gars vont à Bonas fabriquer l'étiquette et ils mettent sur les bouteilles, c'est tout sèche, c'est tout. Mais et le produit est mis sur le marché. Le produit est mis sur le marché et c'est le Camerounais ordinaire, le consommateur final qui souffre. C'est le consommateur final qui souffre parce que lui consomme et se retrouve dans des complications et se retrouve à l'hôpital à payer encore des doubles factures. Vous ne pouvez pas acheter une bouteille de whisky à 20 000 francs et aller dépenser 100 000 comment faire pour réussir à s'en sortir face à ces whisky contrefaits sur le terrain? En tout cas, on peut souligner que pour le cas de la ville de Douala, où il y avait eu des bonbonnes de gaz qui étaient siphonnées, il a fallu qu'un Camerounais conscient, sérieux, filme à partir de son immeuble le secteur dans lequel ça se faisait. C'est un commerce qui s'effectue depuis des années et des années, mais ils n'ont jamais été interpellés. Est-ce que ce n'est pas l'occasion de penser aujourd'hui pour les Camerounais qui doivent véritablement s'engager dans la dénonciation quand ça va mal et à produire les faits, aller vers les autorités publiques en disant « j'ai découvert ceci ». Est-ce qu'on ne peut pas commencer par là pour véritablement espérer qu'on peut avoir soit cette contrefaçon peut regresser, soit totalement, et peut amener les contrefacteurs à se remettre en cause et à pouvoir désormais arrêter de faire ce type de trafic. Bien évidemment, il va bien falloir que les citoyens camerounais eux-mêmes, parce que quelquefois, nous-mêmes nous sommes victimes de ce qui nous arrive, parce que très peu de Camerounais sont capables de choisir entre le bon et le mauvais produit, de payer le bon au prix du bon et laisser le mauvais, ce qu'on a toujours appelé le moins cher et cher dans nos quartiers, ça c'est vrai. Mais la responsabilité la plus grande est celle de l'État, du Cameroun, du gouvernement, qui devrait travailler en synergie. Et vous savez que les problématiques de contrefaçon dans le monde ne se gèrent pas toujours avec le gouvernement tout seul. Parce que la contrebande aussi est un sous-jacent de la contrefaçon, parce que les produits qui nous viennent toujours de l'extérieur, si la frontière peut être qualifiée de poreuse, pas parce que le gouvernement n'a pas pris des mesures pour mettre des éléments mixtes là, de gendarmerie, de douane et autres là, mais parce que certains de ces agents là ne font pas toujours leur travail, alors la frontière devient poreuse. Et si ces produits passent par là, si eux ils ne peuvent pas contrôler ces produits, vérifier avant de les estampiller à l'entrée de nos frontières ici au Cameroun, alors ces produits entrent, s'ils sont faux de l'extérieur, ils ne seront pas vrais à l'intérieur et les Camerounais vont les consommer. De deux, ce que je voudrais dire aussi, c'est que aujourd'hui, il va bien falloir que cette problématique soit réglée avec au moins 3 ou 4 départements ministériels. Il faut le ministère du Commerce, je l'ai dit, que la brigade de contrôle et de recherche soit renforcée en effectif. Et parlant d'effectifs, ceux qui sont déjà en service là-bas, qu'ils aient fait histoire, qu'ils aient fait géographie, doivent être recyclés, formés aux nouvelles techniques de répression et bien évidemment de vérification des produits
qui sont destinés aux consommateurs. Vous avez des gens peut-être là-bas qui ont fait beaucoup d'années même sans être recyclés, avec les anciennes techniques de vérification que moi je vois souvent dans les marchés. Alors les contrebandiers, les agents, oui, ils sont très avancés et ils peuvent les rouler même. Voilà pourquoi je dis, il faut aussi mettre à leur disposition les moyens modernes de vérification, de contrôle. Et il faut renforcer la répression. Et pour ne pas aller trop loin, c'est vrai qu'on est déjà dans les propositions. Oui. Il y a des choses qui n'ont pas besoin d'aller à Harvard, qui n'ont pas besoin que vous soyez issu des grosses universités, des grandes écoles du Cameroun. Vous avez sur le marché des balances, d'ailleurs, qui sont truquées. De deux, vous avez également des éléments d'appui qui sont comme des... comment on peut appeler ça, des poids, voilà, qui sont totalement biaisés. Ça, c'est à l'œil nu. Et même l'inspecteur des prix, poids et mesures du ministère du Commerce, le contrôleur des prix, il voit bel et bien que ça, c'est quelque chose qui n'est pas bien. Mais parce que vous voyez que ce n'est pas toujours une affaire, et c'est le Camerounais lambda qui en souffre. Donc, pratiquement tout ce qui concerne au prix, tout ce qui concerne les prix, poids et mesures, toute la ligne est truquée. Et allez dans les marchés, vous allez voir. Allez chez le boucher, il vous présente un poids de 1 kilo, mais quand vous allez vérifier, ça fait même pas... Vous voyez, c'est très compliqué. Vous voyez que, M. Bodji, voilà pourquoi je parle d'une concertation, de synergie. Le ministère du Commerce seul ne peut pas. Et en plus de cela, dans le ministère du Commerce, qui a d'autres prérogatives, il n'y a que la brigade de contrôle et de répression qui doit faire tout ce travail sur l'étendue du territoire. Non, ça ne peut pas se faire. Il va bien falloir que la Nord, le ministère du Commerce, le ministère de l'administration territoriale, parce que les autorités administratives doivent être mises à contribution. Et il y a la délégation générale de la sûreté, la gendarmerie nationale, tous ces éléments, et aussi que la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, la CEMAC par exemple, pour ce qui est ici chez nous en Afrique centrale, puisse prendre ce problème à bras le corps. C'est vrai que la CEMAC a pris un certain nombre de résolutions en la matière, mais il faut bien que la CEMAC ait un instrument de répression et de contrôle aussi au niveau de la CEMAC. En tout cas, ça commence d'abord par les Camerounais. Lionel Koungaba, est-ce que ce n'est pas dans la mentalité, dans l'esprit du Camerounais de gagner plus, de tromper l'autre, que le phénomène perdure? Et d'autant plus que par la suite, parce que la mentalité n'est pas au niveau de celui seulement qui commercialise le produit, bien qui est engagé dans l'activité. Mais vous avez le contrôleur des prix, poids et mesures. Quand il arrive, il se rend bien compte qu'il y a une filouterie quelque part. Mais on va à côté lui donner. Et puis terminé, chacun continue ses affaires. Et c'est le Camerounais lambda qui est ainsi battu à plat de couture et qui ne peut plus rien parce que tout a augmenté sur le marché. Ben, écoutez, je crois que vous avez parlé tout d'abord, avant d'arriver à votre question, tout d'abord vous avez parlé de la dénonciation. C'est quelque chose de très important. Et je voudrais dire ici que l'État ne prend pas des dispositions pour pouvoir protéger ceux qui dénoncent au Cameroun. C'est très difficile. C'est pour ça que vous voyez aussi, on a assez de problèmes même dans le Nord-Ouest avec le problème amazonien, parce que l'État ne donne pas une protection à ceux qui essayent ou ceux qui viennent pour faire des dénonciations sur des choses frauduleuses. Et vous savez, lorsque vous êtes par exemple dans un quartier, comme le monsieur par exemple qui a fait la vidéo et a publié, je ne suis pas sûr qu'il a été protégé par l'État, et pourtant il a sauvé des milliers de Camerounais, il a sauvé il a dénoncé toute une chaîne de siphonnage. De deux, lorsque vous entendez parler, lorsque moi je vous entends parler, je me pose aussi beaucoup de questions. Les questions que je me pose, c'est de savoir, est-ce qu'il est normal dans un pays de droit que on puisse avoir un laisser-aller, surtout dans le domaine qui concerne la consommation? Parce que lorsqu'il s'agit de la consommation, il s'agit aussi de mettre en péril les dividendes démographiques de notre pays. Parce que ceux qui sont malades aujourd'hui, vous allez voir par exemple, il y a une montée des maladies telles que le cancer et autres maladies par rapport à l'insuffisance rénale, par rapport à tous ces produits qui sont frélatés et qui inondent nos marchés et nous les consommons au quotidien. J'ai l'impression que le gouvernement ne voit pas la gravité du fait que ces produits soient écoulés sur notre marché. Écoulés sur le marché avec la complicité de qui?
Je vous ai pris un exemple palpable qui, moi personnellement, j'ai eu un cas avec une bouteille de whisky dans un snack à Yaoundé. Il a fallu que je frappe la main sur la table, porter plainte, insister pour qu'il y ait les enquêtes. Même les enquêteurs ont essayé de me décourager, mais moi, étant déterminé, sachant quel est le type de whisky que j'ai l'habitude de boire, j'étais obligé d'aller jusqu'au bout. Et nous avons pu découvrir la chaîne. Et vous voyez, peut-être que ça continue, parce que moi, j'ai pas le pouvoir de suivre celui qui a été en train de le faire. C'était le rôle de l'État de voir si ça s'est arrêté ou pas. Marcel Bessala, c'est quand même un gain à plus de 200, 300, 400, 500%. Parce que vous savez, le whisky contrefait sur le marché, à la base, il peut coûter à peine 3, 4, 5 000 francs CFA. Mais quand vous revend une bouteille à 25 000 francs CFA, 30 000 francs CFA, il y en a qui s'en achètent à cœur joie, 5 jusqu'à 10 bouteilles avec des amis qui en consomment. Mais vous avez bu, entre guillemets, ou alors sans public, de l'odontol, vraiment du vin frélaté qu'on pourrait consommer partout ailleurs dans les villages au Cameroun. Mais est-ce que la dangerosité d'un phénomène tel que celui-là ne peut pas interpeller la conscience des patrons de ces espaces, c'est-à-dire des snacks, bars, boîtes de nuit et autres, à pouvoir comprendre quand même que au-delà de ce que l'on peut consommer, il y a la vie des Camerounais qui est aussi mise à rude épreuve en consommant ce type de whisky. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de pouvoir s'arrêter un temps soit peu et qu'on montre, parce que habituellement lorsque le phénomène il est fréquent, on n'a pas eu l'habitude de voir ceux qui sont sanctionnés. Comment est-ce que la justice peut reprendre en main ces activités et condamner quelqu'un? On voit quelqu'un, un promoteur de snacks, bar, bien de boîte de nuit, et qui a laissé consommer dans son espace commercial du vin frélaté. Les Camerounais sont tombés malades. Et la suite des affaires, je pense que s'il y a des illustrations où on voit un d'entre eux aller en prison à la suite d'une procédure judiciaire, peut-être que le phénomène va regresser un tout petit peu et on aura moins de Camerounais viveurs malades. Oui, bien évidemment, je vous ai dit, c'est une problématique de santé publique. Et pour riposter, il va bien falloir qu'on mette un accent particulier dans la répression. Il y a des dispositions pénales, si possible même réviser le code pénal pour renforcer la sanction au niveau à ce niveau-là. Parce que lorsque vous consommez un produit, ou vous faites consommer des produits aussi dangereux aux citoyens camerounais, ça veut dire que pour certains, si on était à un certain grade, à un certain niveau du droit pénal, on parlerait même de crimes contre l'humanité. Parce que quand vous tuez en masse, on ne peut même pas évaluer aujourd'hui le nombre de Camerounais qui ont consommé ces histoires-là et qui sont morts aujourd'hui. Vous avez à peine aujourd'hui 50 ans, vous êtes vieux. On ne sait même pas si quelqu'un peut atteindre, vous ne savez pas quand vous avez nos âges, si vous allez atteindre 50 ans parce que vous consommez. Parfois, c'est du fromage qui est périmé, parfois, c'est du lait qui n'est pas bon. On même les vend là partout, même le yaourt, on les voit là, du lait, 1000 francs, 800 je vois dans les boules, je me demande si le lait, un lait de 1 kg normal peut coûter 800 francs, 700 francs. On vend des pâtes alimentaires là, 200, 300 et autres là. Ça pose un problème. Parce qu'aujourd'hui, monsieur Bondje, voilà pourquoi nous disons que le ministère du Commerce, le ministère de l'administration territoriale, les autorités administratives doivent prendre parce qu'elles sont garantes au niveau de leur localité, de la santé, de l'ordre public. Et les questions de santé publique relèvent de l'ordre public. Et si l'État ne peut pas garantir l'ordre public, ça veut dire que l'État n'existe pas. L'État devrait garantir la santé des Camerounais. Et pour garantir cette santé, on ne va pas faire on n'ira pas du dos de la cuillère avec des gens, des citoyens qui ont pris sur eux de marcher sur le civisme, d'être incivique et d'exposer la vie des autres Camerounais. Parce que le Cameroun a besoin de tous ses fils en bonne santé pour le développer. Le Cameroun a besoin de sa jeunesse et de ses enfants. Vous entendez des enfants de moins de 10 ans qui meurent d'AVC. On a entendu des scènes pareilles. Vous entendez des jeunes 25 ans, ils ont l'insuffisance rénale, ils ont ceci. C'est tout l'ensemble de consommation de ces produits-là qui nous rend cette vie, je veux dire, impossible. Pour les toujours debout. À 88 ans comme on va sortir oui, je dis ceci pour qu'on ait des Camerounais, qu'on ait des Samuel Eto'o, des Roger Mila, des Paul Biya, des John Gouté à cet âge-là debout. C'est parce que ces messieurs et ces hommes ont eu
la chance de vivre, d'avoir une hygiène de vie qui leur permet aujourd'hui d'être debout à cet âge et servir la République. C'est compris. Est-ce que ce n'est pas aussi de leur responsabilité de donner un coup oui, ce qui arrive aujourd'hui? je les interpelle. Que... Je n'ai dédouané personne. Vous voyez que je suis du RDPC. J'interpelle le gouvernement et les autorités administratives de faire leur travail convenablement. Voilà. Pour certains, c'est un risque. C'est un risque, mais ce n'est pas un risque pour moi parce que je vous dis, si eux-mêmes consomment ces produits-là, ils ne seront pas efficaces pour servir la nation. S'ils sont là aujourd'hui, debout à ces âges-là, c'est parce qu'ils ont eu la chance de consommer de bons produits. Je peux vous garantir que ces gens consomment, mais ils ont la chance de ne pas tomber sur les mauvais produits ou les produits frélatés. Parce que nous, à notre niveau, nous sommes des Camerounais des Camerounais ordinaires et nous les trouvons. Ceux-là sont capables de passer la commande. Surtout, vous avez vu par exemple, lorsqu'on donne les vœux au palais de l'unité, vous entendez, vous suivez souvent comment on vous dit, on fait venir des conteneurs de champagne et qui est à coût de milliards. Monsieur donc Kungaba, vous voyez que ces milliards, écoutez, si vous voyez que ces liqueurs sont des liqueurs qui ne peuvent pas être frélatées. Donc c'est qu'un ministre ne peut pas consommer du mauvais vin. C'est pas facile, c'est pas facile. Non, c'est pas facile. C'est plus facile pour eux parce que c'est très difficile pour eux de se rendre dans le supermarché. Ils commissionnent des gens comme vous et moi pour leur acheter du vin. Et si eux, ils ne peuvent pas distinguer le bon vin du mauvais, pensez quand même, c'est difficile quand même pour quelqu'un qui a été envoyé par un ministre, une autorité locale, d'aller acheter du bon vin, d'aller ramasser... Est-ce qu'il sait le bon vin? Est-ce qu'il connaît le bon vin? Lui-même, l'autorité administrative, lorsqu'elle consomme ce vin d'office... Monsieur Bondier, l'erreur que nous faisons, c'est de penser que les grandes surfaces n'ont que du bon vin. Bien au contraire, les problématiques de contrefaçon, je vous dis. Mais si le ministre était dans les grandes surfaces, c'est qu'il soupçonne quand même. Je vous dis, non, il n'y a pas de soupçon. Moi, Martial Bessala, si je veux un vin de 100 000, on me pose deux vins de 100 000, le bon et le faux, je ne peux pas le distinguer. Si c'est un ministre qui m'a envoyé, je prendrai un vin de 100 000, bon ou faux. La contrefaçon se passe comment, monsieur Bondier? Je vous explique en quelques secondes. La contrefaçon dans le monde, Hong Kong, c'est la capitale de la contrefaçon dans le monde, c'est la première ville. Comment il fonctionne? Ils fabriquent du bon. Et dans ce bon, on introduit quelques bouteilles du faux. Si nous sommes dans le vin, en dehors du vin, vous avez les téléphones portables qui sont contrefaits et qui sont dangereux même pour la santé. Vous avez des médicaments qui sont contrefaits. Vous avez des pâtes alimentaires. Vous avez, donc c'est par secteur et par palais. Même des laptops. Il y a même des hauts commis de l'État qui peuvent utiliser les laptops qui ne sont pas bons. Vous savez. Donc, ça veut dire quoi? Ce que je suis en train de dire, c'est que on fait du bon, on fait peut-être 100 exemplaires. Dans les 100 exemplaires, on fait l'effort d'introduire 10 mauvais exemplaires dans les 100 et on les vend au même prix. C'est comme ça que la contrefaçon passe dans certains pays. Dans certains États même, c'est légalisé. De telle sorte que quand on fabrique un laptop de marque telle, on fait en 3 catégories en fonction des 3 catégories de pouvoir d'achat de la société. Oui, sauf que là-bas, c'est vrai que c'est des produits consommables, mais sauf que là-bas, on ne consomme pas directement, c'est-à-dire c'est différent du whisky. Parce que là, c'est un problème de santé. Le laptop, au moins, par niveau, vous pouvez vous en débarrasser. Voilà. Donc, le whisky que vous consommez là, ce qui rentre dans la gorge, là, ça vous amène directement à l'hôpital lorsque de mauvaise qualité. Je mets donc en garde même ces autorités que vous semblez dire que c'est difficile pour elles. C'est dangereux. On espère parce que les autorités ne font pas les courses elles-mêmes. C'est encore dangereux pour elles. Même si lui connaît le bon, il ne va pas faire. Il va donner l'argent et ce n'est pas parce qu'un produit est cher ou alors à un prix plus élevé qu'il est bon. Voilà encore une grave erreur. En tout cas, au-delà de la contrefaçon, il y a les coûts sur le marché. Voilà. C'était le regard sur la contrefaçon des produits au Cameroun. Nous avons eu l'occasion de scruter, de comprendre et de proposer des esquisses de solutions dans le combat permanent contre ces produits felatés qui se retrouvent sur le marché national. Les ministères, les pouvoirs publics sont véritablement interpellés avec au premier chef le ministère du Commerce pour vérifier effectivement sur le terrain. Et puis en second pas, peut-être aussi l'ANOR, l'Agence des normes et de la qualité au Cameroun, qui doit faire son travail en descendant sur le terrain, en touchant de près les réalités et lorsque les faits sont avérés, condamner et en parler, montrer à Mondovision ce qui est fait pour que les Camerounais, ceux qui s'hasardent encore à effectuer ce type d'activité, soient véritablement repris. Parce que lorsqu'on sait que certains sont sanctionnés, on ne peut plus s'amuser à aller pouvoir prendre du vin frelaté, du vin contrefait, pour mettre à la disposition et vendre à prix d'or dans les espaces de commerce, à savoir les snacks, bars, les boîtes de nuit et autres. C'était donc notre regard dans le cadre de l'émission ce soir et nous allons poursuivre cette émission avec
avec une autre thématique assez intéressante pour les Camerounais. Nous ouvrons dans la pratique du sport football avec des questions relatives aux droits suite à l'expulsion, alors à la rupture abusive de contrat des entraîneurs des Lions indomptables du Cameroun, Clarence Seedorf, Patrick Kluivert, Volker Finke, entre autres, sont passés par le Cameroun avec des contrats qui ont subi une rupture. Pour l'instant, la FECAFOOT, pour ces 3 encadreurs, a un chiffre de 1 milliard et poussière de francs CFA à payer en termes de droits, et la Fédération internationale de Football Association a interpellé la Fédération camerounaise de football à respecter ses engagements et à payer ses droits. Martial Bessala, je vous reviens dans un instant, le temps d'interpeller Lionel Kungaba sur la question du sport. Comment comprendre ce phénomène? Vous signez un contrat avec un entraîneur de football, on est dans les équipes nationales du Cameroun, qui est de la FECAFOOT, qui est du ministère des Sports. Finalement, parce que les performances de l'équipe nationale ne sont pas acceptables pour les dirigeants de football ou alors pour les responsables administratifs du Cameroun, on décide de rompre un contrat au-delà de tous les engagements que cela comporte, et ce n'est pas le premier. Qu'est-ce qui peut marquer ou alors qu'est-ce qui peut motiver ce phénomène lorsqu'on sait que les conséquences seront imputées à la FECAFOOT? Je comprends pourquoi il y a un comédien camerounais qui a essayé de nous dire que cette maison s'appelle Feka Nourriture, Feka Food, et non Feka Foot. Vous savez, Serge, nous avons des entrepreneurs qui ont investi dans le domaine sportif qui souffrent aujourd'hui parce que certains individus ont décidé de s'accaparer de notre football et qui est la fierté du pays. Vous savez, la FECAFOOT est une maison qui produit beaucoup d'argent au point où les gens s'en foutent du résultat qui est attendu. Vous connaissez également avec moi comment est-ce que la majorité de ces entraîneurs qui ont été limogés à tout moment sont recrutés. Vous savez quels sont les critères. Nous avons vu nos anciens gloires s'insurger contre les méthodes de recrutement des entraîneurs à la tête de notre équipe nationale. Il y a également le fait que ceux-là qui sont chargés à pouvoir négocier des contrats avec ces entraîneurs, ou je ne sais pas si ça veut nous dire que la FECAFOOT n'a pas un service des affaires juridiques. Parce que une institution comme la FECAFOOT doit avoir des têtes pensantes au département juridique qui permet de mieux ficeler un contrat avec un coach, ou de voir si limoger le coach ne va pas on sait, le Lionel Kungaba, on sait que c'est le basique. Je veux dire que savoir qu'on va ficeler un contrat, puisque les thèmes de contrat sont clairs. Mais qu'est-ce qui peut pousser les dirigeants à rompre abusivement un contrat, sachant justement, est-ce que ce n'est pas un excès de zèle? Non, ce n'est pas un excès de zèle, Serge. Je dis, le plus souvent, c'est comment est-ce que ces différents entraîneurs se sont retrouvés à la tête des Lions. Parce que vous savez, lorsque vous êtes le casting a problème. Lorsque vous êtes dans un deal avec quelqu'un et que après le résultat n'y est pas, la personne, vous sentez mal à l'aise. Je crois que la majorité de ces entraîneurs qui ont été limogés et qui sont allés en justice avec la FECAFOOT, contre la FECAFOOT, c'est parce que c'est des gens qui ont négocié ou qui ont fait des deals avec certains individus à la FECAFOOT pour pouvoir être à la tête des Lions indomptables. Et lorsqu'ils sont arrivés, ils n'ont pas pu produire le résultat qui était escompté. Et c'est à ça que ils ont fait face à quoi? Le licenciement. Et je crois, quand je parlais du service juridique, je crois que lorsqu'on a un service juridique qui sait très bien ficeler des contrats, on n'a pas besoin, il y a des clauses qui sont bien inscrites dans les contrats où on vous dit que on peut vous limoger si vous ne produisez pas le résultat sans préjudice. Je ne sais pas pourquoi est-ce que ces types de contrats ne sont pas faits entre ces coachs-là. Est-ce que ce n'est pas parce que derrière les contrats qui sont signés, il y a de gros intérêts, et puis on ne peut pas justement, c'est pour ça. Comment l'entraîneur titulaire, lorsqu'on le recrute, il a pratiquement 10, 15 à 20, voire 30 fois le salaire de son adjoint, qui est un Camerounais. Qui est un national. Bon, je pense, comme je l'ai dit, c'est une maison qui a beaucoup d'argent. Le football, c'est un gros business. Et lorsque vous êtes à la tête de Lions indomptables, il y a beaucoup d'autres choses en dehors du salaire qui est donné au coach. Il y a des joueurs qui payent des millions pour venir jouer à l'équipe nationale. Il y a des joueurs qui payent juste pour être sélectionnés ou juste pour être sur la liste. C'est tout un business qu'il y a autour. Et je crois que les Camerounais qui ont décidé de mettre à genoux notre football vont le payer. Ils vont le payer.
et d'ici peu. Merci Lionel Koungaba. Martial Bessala, c'est complexe, difficile. Comment comprendre la rupture abusive de contrat? C'est vrai qu'au niveau des équipes nationales, souvent les performances qui sont mises à disposition, alors lorsqu'on se rend compte, parce que d'aucuns vous diront que les Camerounais, si c'est 30 millions d'habitants, c'est 30 millions d'entraîneurs, et que parfois l'entraîneur principal, titulaire lui-même, reçoit des bons de commande en vue de placer certains joueurs sur l'aire de jeu. Comment expliquer ce phénomène qui perdure et que par la suite, lorsque l'entraîneur estime, il dit, on a écouté Libi Thomas à une époque, on a écouté plusieurs entraîneurs camerounais qui disaient que le classement se faisait parfois ailleurs. On vous imposait des joueurs, mais que dans le fond, vous imaginez que vous avez un jeu, vous avez une équipe qui n'est pas assez homogène. Et comment attendre des résultats aussi efficaces que ceux que l'on a reçus sur le terrain? Pourquoi ce phénomène est-il présent? Et qu'est-ce qui peut justifier qu'on limoge l'entraîneur sans véritablement attendre la fin de son contrat? Oui, il faut déjà savoir que le Cameroun, c'est le Cameroun. De deux, ce qu'il faut Pourquoi dire, le Cameroun, c'est le Cameroun? Oui, parce que le Cameroun ne sera jamais le Sénégal ou la Côte d'Ivoire. Le Cameroun, c'est le Cameroun. Et donc, il va bien falloir que nous ayons des éléments qui nous distinguent des autres pays. Donc, le Cameroun agit comme le Cameroun doit agir. Maintenant, quand je l'ai dit, je voudrais dire que l'équipe nationale est la propriété de l'État du Cameroun et non de la Fédération camerounaise de football. Et je pense que les dirigeants camerounais qui avaient eu cette brillance d'esprit de faire de l'équipe nationale la propriété de l'État du Cameroun avaient vu bien en avance, parce que s'il fallait laisser l'équipe nationale entre les mains de ce que nous voyons au niveau de la FECAFOOT aujourd'hui, beaucoup d'années après, vraiment nous serions en train de pleurer encore un peu plus sur ce plateau. Mais étant donné que c'est l'État du Cameroun qui est donc le propriétaire de cette équipe nationale, ça veut dire que c'est l'État du Cameroun qui paye les entraîneurs et non la fédération. Mais la loi dit que le gouvernement ou le ministre des Sports nomme l'entraîneur sur proposition de la Fédération camerounaise de football. Allez-y donc voir. Est-ce au niveau de la Fédération camerounaise de football? Est-ce au niveau du ministère des Sports? À quel niveau? Ça ne marche pas toujours comme il faut que ça marche. Et là, on se pose cette question en se disant que on ne peut pas comprendre qu'en 2021, encore aujourd'hui, nous sommes obligés d'importer des messieurs et des dames. Et justement, il y a cette crédibilité, hein, il y a ce crédit qu'on n'accorde pas aux entraîneurs locaux à tous les coups. Je voudrais comprendre, hein, dans les caisses de la Fédération camerounaise de football, oui, lorsqu'on a un endettement comme celui-là, parce que les 3 entraîneurs qui sont pour l'instant évoqués, donc les chiffres en termes de dédommagement, oui, autour de 1 milliard, un peu plus de 21 millions de francs CFA, la FECAFO, dans le cadre des affaires judiciaires, ou alors juridiques qui l'intéressent au Cameroun et à l'étranger, avec le TAS entre autres, oui, dépense aussi plus d'1 milliard de francs CFA. Finalement, c'est le football qui doit redonner de l'espoir aux Camerounais, c'est lui qui en prend des coups. Et on a sur le stade un championnat qui a eu du mal à démarrer, hein, même s'il a démarré il y a quelques jours avec le président par intérim du comité, hein, pour la gestion du football au Cameroun, Seydou Momo Njoya. Oui. Il a démarré avec des gros soucis, mais est-ce qu'à ce rythme-là, on peut espérer avoir un bon championnat au Cameroun, de deux, qu'on soit en phase avec les instances fêtières de football sur le plan national et même international, et qu'on n'ait pas de gros soucis à pouvoir s'installer et travailler véritablement lorsqu'on sait encore qu'il y a des compétitions internationales qui attendent les équipes nationales du Cameroun? Oui, j'ai fait confiance au président de la République qui a pris sur lui décidément de sonner la fin de la récréation. Et vous voyez les fruits aujourd'hui. Le Cameroun a des enjeux. Vous avez même omis de parler aussi de la CAN qui arrive l'année prochaine. Et vous voyez des messieurs et des dames là qui sont obligés de nous imposer certaines choses, certains spectacles que nous ne voulons plus voir dans ce pays. Le football a fait du Cameroun aujourd'hui un grand enjeu diplomatique et géopolitique dans le monde, notre football camerounais. Les footballeurs ont joué parfois des rôles que certains diplomates n'ont pas pu jouer à l'extérieur. Les footballeurs et le football camerounais ont fait connaître le Cameroun partout dans le monde entier aujourd'hui. Et vous voyez des messieurs qui, généralement, pour la majorité, n'ont pas joué au football, ne peuvent plus jouer au football qu'à réaliser le droit et la liberté et l'avenir de certains jeunes Camerounais qui peuvent jouer au football et qui ont choisi pour métier footballeur. Et que tout cela, moi je fais confiance au président qui a décidé, qui a pris ce problème à bras le corps et qui a frappé du poing sur la table. Et aujourd'hui, ceux qui ne vont pas s'aligner dans l'intérêt général de l'État du Cameroun auront
bien évidemment, face à eux et dans leur dos, l'État du Cameroun et les Camerounais. Parce qu'il est inacceptable qu'aujourd'hui, voilà beaucoup d'argent que nous allons payer. Vous parlez de la FECAFOOT, c'est l'État du Cameroun qui va payer cet argent. La FECAFOOT vous dira toujours qu'ils n'ont jamais eu de l'argent. Quand il faut investir dans le football, la FECAFOOT n'a pas d'argent. Lorsqu'il faut aller dans les tribunaux, la fédération et les autres instances là ont beaucoup d'argent pour aller au TAS, beaucoup d'argent pour organiser, parfois même acheter les médias, les journalistes, la presse et tout ça pour saboter tel camp contre tel camp. Là, il y a de l'argent. Quand il faut injecter pour que les jeunes Camerounais aient ne serait-ce que 100 000 francs de salaire à la fin du mois quand ils finissent de jouer, alors il n'y a plus d'argent. Voilà pourquoi je dis que aujourd'hui, le président Paul Biya a offert et continue d'offrir à la postérité camerounaise, aux jeunes Camerounais qui veulent choisir comme métier le football et les autres sports, des complexes sportifs, des grands stades, des infrastructures de renom. Ce ne sont pas des hiboux, ce ne sont pas des chats, ce ne sont pas des rats qui vont jouer là-bas, ce sont des Camerounais. C'est 1 milliard, l'État du Cameroun va payer. Et moi, je suis donc pour la question qui nous intéresse. Ce soir, monsieur Bondje, vous savez, lorsque vous parlez d'affaires football, vous savez ce que ça peut déchaîner comme passion. Je m'en excuse, mais ce que je voudrais dire, c'est que aujourd'hui, nous ne sommes plus obligés d'importer des messieurs et des dames qui viennent de l'extérieur, des blancs, qu'ils soient blancs ou noirs. Je ne suis pas raciste, mais je voudrais dire que des Camerounais aujourd'hui sont formés partout dans le monde, ont démontré qu'ils peuvent tenir l'équipe nationale de football. Alors, donner l'équipe nationale au Cameroun. On a vu Jean-Paul Akono avec les Jeux Olympiques, en 2000. Sydney en 2000. Et vous avez vu, on a Jules Nyonga qui sont là sur le plan local, qui sont représentants. On a Omambi et autres, mais qui n'ont jamais tenu l'équipe nationale, l'équipe famille. Quand vous parlez de M. Akono, M. Bondje, ça me fait encore très mal. Quand je pense, il y a une période, vous vous souvenez bien, de la manière qu'il avait été débarqué après avoir qualifié l'équipe nationale de football, au point où il a chopé, il a même fait un AVC, il a failli mourir, la façon qu'il a été traité, ce monsieur. Donc, je voudrais dire que les responsables du football au Cameroun nous prennent des entraîneurs locaux, des Camerounais. Vous avez dit qu'ils ont l'avantage même de coûter moins cher. Alors que ces messieurs-là nous tiennent l'équipe nationale de football. Et s'ils font des erreurs, nous allons nous entendre ici à l'intérieur. Au lieu d'aller nous chercher des messieurs qui viennent ici pour trouver, qui viennent au front au Cameroun et qui prennent de l'argent lorsqu'ils nous satisfont. Est-ce que ce qu'il dit, ce qu'il propose, ce que Martial Bessala propose est envisageable? Il y a plusieurs propositions dans ce sens de faire confiance au Cameroun. Je crois que c'est envisageable. Nous avons essayé déjà au Cameroun plusieurs entraîneurs locaux qui nous ont apporté le résultat qu'on attendait. Vous avez vu par exemple aux Jeux Olympiques avec Jean-Paul Akono, nous on a fait face au Grand Brésil, le géant du monde du football. Donc je crois que nous devons comprendre qu'à un moment donné, la solution ne viendra pas toujours d'ailleurs. Nous avons la solution autour de nous et qu'il fallait qu'on laisse un peu de côté l'orgueil et donner la possibilité aux Camerounais talentueux de pouvoir s'exprimer. Et s'exprimer, c'est pas... Est-ce que vous pensez que ce sont les lobbies qui sont tapis derrière? Je crois que c'est lobby. Parce qu'on a quelqu'un comme Joseph-Antoine Bell qui est quand même une référence pour le football africain, même le football mondial. Je dis, on a Patrick Bouma, on a Samuel Eto'o et bien d'autres, mais qui n'ont jamais la possibilité ce que j'essaie de dire ici, d'entraîner au Cameroun. Ce que j'essaie de dire ici, c'est qu'il y a une grosse mafia qui est autour de la sélection de l'entraîneur à la tête de l'équipe nationale camerounaise. Il y a des personnes qui sont tapées dans l'ombre et qui essaient de manipuler et qui bouffent beaucoup. Je suis souvent très certain que ces entraîneurs-là, avec ce qu'ils gagnent, ils ont des quotes-parts qui reversent à certains Camerounais qui les aident à y être. Et c'est pour ça qu'il est souvent très difficile pour que le CAJ, ça veut dire le chargé des affaires juridiques, soit du MINSEP ou de la FECAFOOT, puisse ficeler un contrat qui met en marge ou qui met en difficulté le coach si le résultat n'est pas là. Parce que lorsque vous avez de l'argent, lorsque quelqu'un accepte de vous donner en contrepartie de l'argent, lui aussi il a ses conditions, c'est que vous ne devez pas le limoger n'importe comment. Et lorsque ça arrive qu'on le limoge n'importe comment, c'est ça les conséquences, payer. 1 milliard, c'est trop. 1 milliard, c'est trop. Voilà de l'argent qu'on pouvait investir dans les clubs au niveau
de Elite 1 et Elite 2 parce que, comme vous le savez, les clubs Elite 1 et Elite 2 sont devenus des entreprises depuis il y a 2 ans. Et lorsqu'on parle d'entreprise, on parle de capital. Et si vous n'avez pas de capital, l'entreprise ne peut pas fonctionner. Alors qu'on aurait pu investir d'autant plus que... Est-ce que, on sort, hein, on est pratiquement arrivé au terme de cette émission. Marcel Bessala, est-ce que ce n'est pas l'argent du football, je veux dire, que pour organiser le championnat débloqué par la FIFA, est-ce que ce n'est pas cette manne financière qui dérange? Parce que j'ai suivi quelqu'un dans une conversation quelque part, juste à côté, qui disait que finalement le football est devenu des problèmes à tous les niveaux. Donc, essayer de dévier, aller vers d'autres sports qui sont moins belliqueux, qui sont moins ennuyeux. C'est vrai qu'il y a pas assez d'argent là-bas, mais vous avez au moins la paix de l'esprit et vous avez la possibilité de pratiquer le sport tant voulu. Oui, parce que le gouvernement et l'État du Cameroun ont organisé le secteur du football. Voilà pourquoi les gens aujourd'hui viennent s'asseoir là et peuvent se discuter la manne qui est là et celle qui arrive. Parce que regardez devant nous, l'argent qui arrive est même plus beaucoup que celui qui est là. Et voilà pourquoi le président leur dit, mes enfants, vous avez le peu que vous avez là, vous vous battez. L'argent que je vois arriver là viendra nous créer même une affaire de guerre au Cameroun, il faut que ça s'arrête. Et que, monsieur Bondje, si le gouvernement prend sur lui aujourd'hui, avec les complexes là, Japoma et Olembe, avec toutes les infrastructures d'autres sports qui seront mises en place. Vous verrez que si le gouvernement organise le handball, le volleyball, le basket, vous verrez encore les mêmes sorciers partir laisser le football, venir dans le hand, le foot, le basket, pour venir s'aimer encore la zizanie parce qu'il y aura de l'argent. Pour le moment, personne ne va organiser parce que le gouvernement n'a pas encore décidé d'organiser ce secteur. Le président Aïdjo et le président Paul Biya ont pris sur eux d'organiser le football. Ils ont misé sur le football, ils ont construit les stades, ils ont financé l'équipe nationale, ils ont fait ceci. De tous ces désordres. Merci, messieurs. Nous sortons par cette préoccupation. Nous sommes arrivés au terme de l'émission. Merci Martial Bessala. Forcément, on reviendra avec nos thématiques. Merci à Léodel Kungaba, vice-président national des jeunes du Social-Démocratique Front. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis pour cette émission ce soir. Je vous donne rendez-vous demain pour l'émission du vendredi, forcément avec de nouvelles thématiques et de nouveaux invités. Restez connectés sur Cam 10 Télévision. Le meilleur, c'est aussi par ici. Au revoir.